succès et s'associe aux établissements d'enseignement supérieur du territoire. Objectif, entrer dans le top 200 mondial d'ici à 2030. Un changement de nom qui émane d'une réflexion entamée en 2013 pour améliorer le rayonnement des écoles de CRJ internationale, un travail qui a notamment permis l'obtention du label d'initiative d'excellence et la création de la très chaud ici, mettez-vous à l'aise. Et l'établissement Paris-Seine en 2015. Le nom des filières change pour se décliner sous celui de CY. L'ESSEC Business School devient quant à elle en tout cas, merci à tous d'être là ce matin. Une nouvelle université, tout en conservant bon, son je ne sais pas si j'ai pas regardé si les lignes de métro étaient toutes réouvertes aujourd'hui ou qu'aux heures de pointe toujours 9 de fermées. Moi non, il y en a plus l'entrée de l'agence fermée. d'Amazon. Le C, je suis pas sûr. Le C, si commence à fonctionner. Plusieurs dizaines de personnes ont bloqué l'accès à quelques canaux de sans impact sur les activités. C'était fermé, carrément fermé. Moi j'ai voulu déposer mon fils, Amazon, il a été, un soir il voulait partir des se balader avec ses salariés copains. et la surconsommation. L'actualité proche de chez vous avec la commune de Taverny, c'est déjà le je suis allée manifester si vous souhaitez. C'est normal, ils avaient une soirée pour la prochaine fête de la musique le dimanche. Donc je suis allée en plein dans la Paris mairie de Taverny, à 23h du soir. Pour la scène j'ai jamais vu ça, le nombre de gens marchant dans les rues, c'était extraordinaire. Oui, tout dans ça dans le calme, c'était sympa comme tout. Et puis les embouteillages, c'était costaud aussi. Spécial mercerie, bijoux et accessoires sera organisé à partir d'aujourd'hui par la communauté Emmaüs de Cergy. La braderie sera ouverte ce jeudi et samedi de 10h à midi, puis de 14h à 18h, ainsi que vendredi de 14h à 18h à la salle de vente de Cergy, 5 rue des Mérites dans la zone Francis Combe. C'était vos informations proches de chez vous sur IDFM Radio Anguin. Du coup, vous avez développé un site internet? J'ai un site internet, mais je n'ai pas de plateforme justement. C'est pour ça que moi je fais attention sur le terme technologie. Pour moi, je suis un compagnon humain. Merci d'avoir suivi la matinale depuis 7h. Dans un instant, on commande l'émission barre de l'économie. Il faudra bien, parce que la pointe est là, il faudra bien parler devant la pointe. Vous approchez bien du micro. Parce que dès que vous décalez, ça déborde le son. Mais aussi le je travaille à une plateforme. les bons plans avec l'agenda des cadeaux et mon objectif, c'est vraiment d'avoir un accompagnement. qui seront à vos côtés entre 8h et 9h, mais la faire matinale ressortir la valeur des 7h. gens. Bonne journée encore une fois, 98 FM, vous êtes sur la radio la plus valdoisienne de la bande FM. On est prêt, notre jingle. Je crois que j'ai quand même votre nom. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au direct du bar de l'économie. Aujourd'hui, beaucoup de sujets, vous allez voir, très intéressants tous. On va notamment passer un petit moment sur le salon de Las Vegas, le CES, le salon des nouvelles technologies. Et puis aussi, on va parler de la commission d'enquête sur la radicalisation, de la loi bioéthique et de la PMA qui arrive la semaine prochaine au Sénat, oui, c'est ça, au Sénat. On va parler des signes religieux, bien sûr, on va parler de l'attractivité du Val d'Oise, de l'école, et puis bien sûr, si on a le temps, un petit peu des élections municipales. Et on va parler aussi, avec notre start-up du jour, des seniors, du savoir-faire des seniors et comment les valoriser. Alors pour tout cela, eh bien sûr, j'ai oublié, vous pouvez interagir sur la vidéo live, n'hésitez pas si vous avez envie de poser des questions, on les retransmettra à nos invités du jour. Vous allez sur Facebook, page barre de l'économie, et bien sûr toujours vous nous écoutez en FM 98.0 et puis la web radio idfm 98.fr pour nous écouter de partout dans le monde. Alors Jacqueline Eustache-Brignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice, représentante en Val d'Oise, bien sûr, et donc avec vous, on parlera de tous ces sujets. À vos côtés, Cécile Riac, bonjour. Bonjour, et très bonne année 2020. Merci beaucoup. Vous êtes député également en Val d'Oise. Et puis Sylvain Kozorovitch, bonjour. Bonjour.
Vous avez démarré votre start-up en 2018, ça s'appelle Expert for You et on saura tout puisque vous êtes spécialisé pour valoriser le savoir-faire des seniors. Et enfin, à nos côtés, Jean-Claude Durousseau, bonjour. Bonjour. Jean-Claude, nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes notre expert santé. On passe une chronique tous les jeudis. Aujourd'hui, pas de chronique santé, mais c'est vous, notre envoyé spécial au CES de Las Vegas. Alors, je vais vous passer la parole dans quelques secondes, mais avant, une info du jour. Eh bien, c'était la bombe de la nuit. Le taux du livret A qui va passer de 0,75 à 0,50, là tout de suite au 1er février, annonce le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Je tiens à préciser que si nous appliquions la formule de calcul, la rémunération du livret tomberait à 0,23, a-t-il précisé. Oui, sauf que la règle veut que personne ne peut faire descendre en dessous de 0,50. Le taux du livret A s'est inscrit dans les textes. Et puis il a même ajouté, dans 6 mois, nous verrons s'il faut réviser ce taux. Il aurait été irresponsable et incohérent, a-t-il dit, de maintenir ce taux à 0,75 par rapport à notre politique de diversification des placements et aux milliers de Français qui attendent un logement social. Et d'ajouter que ce nouveau taux permettra en effet de construire 17 000 logements sociaux supplémentaires et d'en rénover 52 000 chaque année. 15 milliards ont été épargnés par les Français en 2019. Et sur cet argent, en fait, l'État ne touche rien. Il n'y a pas de TVA puisque nous ne consommons pas et il n'y a pas d'impôt. Tous les gouvernements de droite comme de gauche y sont attaqués, mais ils oublient que les Français, même les plus modestes, mettent ce qu'ils peuvent de côté pour les mauvais jours. On voit d'ailleurs que c'est utile, un exemple, la grève qui coûte 1 milliard au gouvernement réparti entre la RATP et la SNCF, mais cela coûte aussi aux salariés car il faut pouvoir se déplacer, et notamment en Île-de-France, puisque ce sont les plus impactés. Alors beaucoup compensent en taxi, en VTC ou autre, ça dépend où on habite. Longtemps qualifié de placement préféré des Français, le livret A est de moins en moins intéressant pour les épargnants, mais les Français s'en fichent car c'est un compte où l'on peut placer et retirer de l'argent très facilement. Alors, était-ce utile de faire une réforme maintenant? Pas si sûr, on va poser la question, par exemple, à Jacqueline Eustache-Brinio. D'abord, ça tombe comme ça, brutalement. On ne sait pas trop pourquoi. Si, on sait pourquoi, mais je vais y revenir. Alors moi, je voudrais rappeler qu'effectivement, les Français sont attachés à ce livret A. Et ça permet aux gens qui sont de conditions modestes aussi de mettre un petit peu d'argent de côté. Voilà. Donc, toucher à ça, je trouve ça un petit peu regrettable. Après, oui, le ministre, de toute façon, on est toujours très, très, très sûr de lui dans ses explications. Tout ça, ce sont les conséquences de la loi Elan. Alors, quand dans la balance, le ministre dit ça va permettre de favoriser le logement social, bien évidemment, tout le monde est conscient que tout le monde a droit à un logement. Sauf que dans la loi Elan, les sociétés HLM ont été tellement malmenées sur leur capacité financière pour réinvestir que aujourd'hui, on a effectivement ce livret A dont le taux va être diminué. On a aujourd'hui des sociétés HLM qui favorisent partout sur nos territoires la vente à la découpe des logements sociaux, qui est une vraie catastrophe parce que ça paupérise les cités HLM. Et je pense qu'il y a essentiellement beaucoup d'élus qui sont contre cette vente à la découpe aux occupants, en plus qui met un temps infini. Parce que quand on met des logements HLM en vente, parfois au bout de 20 ans, on ne les a toujours pas vendus. Donc, et puis du coup, il y en a un par-ci, un par-là. Donc ce sont des conséquences sur des lois qui ont déjà été votées, qui ont été déjà mises en place, qui font que maintenant, on recoule les petits morceaux pour pouvoir aider les sociétés HLM. Donc ça, ce sont les conséquences d'une politique, je dirais, dramatique et à court terme, et avec des échéances qui font qu'il y a des conséquences de toute façon sur des décisions qui ont été prises l'année dernière ou il y a 2 ans, qui font qu'aujourd'hui, on essaye partout de trouver des financements sur des choses qu'on n'a pas voulu poser suffisamment tôt. Ce que nous a dit le maire d'Épinay-sur-Seine, c'est que dans le problème des ventes à la découpe, eh bien, au bout d'un moment, les occupants n'arrivent plus à entretenir les bâtiments et on se retrouve avec des gros problèmes. Je vais vous donner un exemple. La ville dont j'étais maire pendant très longtemps, il y a eu cette vente à la découpe il y a 20 ans, parce qu'à 20 ans, c'était déjà la mode. Puis après ça. Aujourd'hui, dans la cité HLM de Saint-Gratien, il y a eu une rénovation urbaine qui a duré 5 ans. Tous les bâtiments étaient rénovés, sauf ceux qui ont été vendus à la découpe l'année dernière, il y a 20 ans, parce que les occupants actuels n'ont pas eu l'argent pour pouvoir participer à cette rénovation. Donc aujourd'hui, on a dans la cité une petite poche là, qui n'a pas été réhabilitée, qui est moche, on voit que ça. Donc là, c'est une réalité. Et puis, voilà, on met un temps fou à les vendre, ces appartements, parce que les occupants n'ont pas obligation de les acheter. Donc ça peut durer un temps infini. Donc c'est une très mauvaise solution, la vente à la découpe du CHLM. Vraiment. Alors Jacqueline Eustache-Brinio, il faut rappeler que vous êtes également conseillère municipale dans la ville de Saint-Gratien. Oui. On va passer la parole à Sylvain Kozorovitch. Moi, juste un petit commentaire par rapport à ça, parce que quelle que soit la raison pour laquelle
ce dispositif on a fait évoluer ce dispositif, la raison principale, en tout cas la conséquence principale, elle est sur l'épargnant lui-même. Et finalement, qui accédait à ce dispositif? C'était les épargnants, les petits épargnants. Et c'est ceux qui vont être touchés de façon plus importante sur le sujet. Donc on peut encore creuser des écarts entre ceux qui ont la capacité d'avoir une épargne sur des produits beaucoup plus développés auxquels les petites personnes ne peuvent pas avoir accès. Oui, en fait, le but également, c'est de forcer un petit peu les Français à investir dans autre chose que dans le livret A. Bon. Enfin, investir dans la pierre, faire les moyens quand même. C'est un moyen aussi de liquéfier votre argent. C'est un peu plus facile pour une personne d'avoir accès à cette dispositif. Merci en tout cas à vos commentaires. On va tout de suite, donc suite de nos infos du jour, bien sûr, on va partir au CES de Las Vegas. Alors, Jean-Claude Durousseau, donc là peut-être vous allez nous dire à quoi va ressembler le monde de demain, mais on va peut-être commencer par la 5G. Alors, le monde de demain, pour le comprendre, après on va détailler les choses, mais je pense qu'il y a 3 choses importantes à comprendre du CES de Las Vegas. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'IoT. IoT, ça veut dire Internet of Things, l'Internet des objets. Ça veut dire que demain, tous les objets vont se parler entre eux. Votre montre connectée, votre téléphone, les capteurs qu'il y a dans votre voiture, les capteurs qu'il y aura dans plein d'objets, vont se parler entre eux. Et pour que tous ces objets se parlent entre eux en temps réel, il va falloir qu'ils puissent communiquer très très vite. Donc la première brique, c'est l'IoT. La deuxième brique, c'est la 5G, qui va permettre, par exemple, à une voiture autonome, quand elle roule, de repérer qu'il y a un piéton qu'on n'a pas encore vu, mais qui est en train d'arriver, qui va peut-être traverser parce qu'on a repéré le signal de son téléphone portable. En même temps, on sait qu'un feu va passer au rouge parce qu'il y a eu un signal qui a été émis. D'autres voitures dans la circulation vont interconnecter avec cette voiture pour lui dire que, par exemple, elle va tourner à gauche. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est des milliards d'informations qui vont devoir être traitées en temps réel. Alors d'abord captées en temps réel, d'où la 5G, envoyées à des satellites et traitées en temps réel pour donner des informations sur des tas de choses, le trafic, bien sûr on y pense, mais par exemple la maintenance des avions, tout ça. Et pour que ce soit traité en temps réel, troisième brique, l'ordinateur quantique, parce qu'il va falloir des capacités de calcul extraordinaires. Donc ces 3 briques-là, IoT, 5G, ordinateur quantique, c'est ce qu'on a vu au CES avec des tas d'applications. Mais il faut bien comprendre ces 3 briques-là, elles sont essentielles et c'est elles qui vont changer le monde de demain. Merci pour ce petit tour d'horizon. Alors, on va poser la question à Cécile Riac. Ça vous plaît, vous, ce changement d'époque, finalement, la 5G, l'IoT et l'ordinateur quantique? Tout ce qui est progrès technologique et qui est en faveur du bien-être, je dirais, est intéressant. Par contre, il faut toujours être vigilant à ce que la technologie, le progrès technique ne se fasse pas au détriment de l'humain, des relations humaines, des relations sociales, des interactions sociales. Quand vous parlez de la 5G, oui, ça va être... On rentre dans un monde ultra rapide, avec des données qui vont aller à très grande vitesse, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a c'est important de protéger ces données personnelles. Nous, en tout cas, nous, législateurs, nous sommes toujours très concentrés pour cette accessibilité des données. Ces données, c'est comme notre vie qui va se transformer en data et puis qui vont être accessibles à tout le monde. Donc, vigilance par rapport à ça. Et quand vous parlez de la 5G, des objets connectés, moi, obligatoirement, je fais le lien avec l'intelligence artificielle, avec l'IA. Vous parlez justement des voitures connectées. Il n'y a pas que la 5G qui rentre comme technologie. Il y a également tout ce qui est intelligence artificielle. Et depuis 2-3 ans, tous les chercheurs au niveau de l'intelligence artificielle mettent justement l'éthique et font des chartes éthiques pour cadrer justement toute cette évolution technologique. Donc moi, ça me paraît très très important de ne pas oublier l'humain. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un moment où il faudra peut-être que les chercheurs justement s'arrêtent de chercher, c'est-à-dire que d'accord, on a fait des recherches, mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour que l'humain quand même reprenne le dessus, c'est ça que vous voulez dire? Non, je ne peux pas dire. La recherche est extrêmement importante. D'ailleurs, il y a une loi de programmation de la recherche qui est en train d'être mise en place, qui va être étudiée à l'Assemblée nationale cette année. La recherche est extrêmement importante. On ne peut pas s'arrêter de chercher parce qu'il y a plein de questions encore qui restent sans réponse et c'est dans l'évolution, c'est le progrès. Mais par contre, il faut qu'on soit vigilant.
il ne faut pas mettre attention en opposé recherche et technologie, c'est quand même deux mondes aussi qui s'interconnectent, mais qui ne sont pas forcément identiques. Donc attention, oui, il faut rechercher, oui, il faut du progrès technologique, mais il faut aussi que nous, les interactions sociales, que l'être humain ne soit pas mis, voilà, qu'on ne se retrouve pas, comme certains films l'ont montré, enfermé dans une petite bulle avec des casques sur la tête et à ne plus avoir d'interaction humaine. Jacqueline Eustache-Brignot. Moi, voilà, l'évolution technologique, tout ça, c'est très important. Je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il y a tout ce que ça apporte, par exemple, en termes de médecine, en termes de confort, en termes de vie plus facile. Mais moi, je suis très inquiète sur les relations humaines qu'on est en train... Cette société déshumanisée m'inquiète beaucoup. Je pense que, en tout cas, moi, je fais passer une génération où l'humain était essentiel et l'humain était au cœur de notre construction. Et quand je vois déjà des enfants qui n'ont plus de relations sociales parce qu'ils jouent en ligne dans leur chambre, enfermés sans voir leurs copains, tout ça m'inquiète. Parce que donc c'est vrai qu'il faut dissocier tous ces progrès qui sont nécessaires à l'évolution d'un pays et d'un monde pour qu'on vive mieux au quotidien. Mais attention à la déshumanisation de la société. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète. Aujourd'hui, est-ce que c'est bien que dans les supermarchés, il n'y ait plus de caissières? Enfin, vraiment, est-ce que c'est bien que ces enfants vivent dans leur chambre tout seuls? Est-ce que c'est bien que tout doit se gérer par des machines? Moi, je suis très inquiète pour ça. Vraiment très, très inquiète. Je pense que rien ne remplace les relations humaines et on peut faire les deux. Merci Jacqueline Eustache-Brignot. Sylvain Kozorovic. Rapidement sur le sujet, moi je ne peux que corroborer tout ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, notre objectif principal est de mettre en valeur les relations avec les différentes personnes. Et pour moi, la technologie ne doit être qu'un moyen et pas une finalité. Exactement. La question à laquelle on doit répondre, c'est pourquoi nous faisons les choses. Et dès lors que nous avons répondu à cette question du pourquoi, nous saurons comment adapter cette technologie pour que l'humain reste au cœur de nos préoccupations. Merci beaucoup. Jean-Claude Durousseau. Alors, moi, d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que c'était important d'aller à Las Vegas. Je ne suis pas un grand défenseur de la technologie, mais pour comprendre ce qui va arriver, il faut s'y intéresser à la technologie. Que le problème de savoir de ce qu'on fait de la science et de la technologie, ce n'est pas un problème nouveau, puisque Rabelais disait déjà « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc c'est un problème qu'on s'est toujours posé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite et que c'est un problème qui va être de plus en plus prégnant. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que cette société, je ne sais pas si elle va être de plus en plus déshumanisée. Ce qui me fait peur, moi, c'est qu'en tout cas, elle va être de plus en plus assistée. Et quand vous parliez de l'intelligence artificielle, on y reviendra peut-être plus tard, parce qu'elle est présente effectivement dans toutes les technologies. Le problème de l'intelligence artificielle, quand vous prenez par exemple Netflix, vous regardez des films de Noël. Hein, Noël, on regarde des films de Noël. Qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle? Elle va vous dire, tiens, Florence Fleur aime bien regarder les films de Noël. Donc elle va vous proposer des films de Noël. Et donc elle va vous enfermer dans un monde connu de vous. C'est ça le problème. C'est qu'on va vous assister de plus en plus. Et derrière, quand on va détailler les différentes technologies qu'on a vues au CES, on va voir que c'est des technologies qui vont nous assister. Et si on n'y prend pas, si on n'y fait pas attention, au bout de 10, 15, 20, 30 ans, plusieurs générations, on va s'apercevoir qu'il y a des gens qui vont perdre leur libre arbitre et qui ne vont plus savoir se débrouiller sans la technologie. Là, il y a un vrai danger imminent. En fait, il faut développer notre curiosité. Alors justement, pour qu'on comprenne tout ça, Jean-Claude Durousseau, voyons un petit peu les applications. Alors peut-être la première qu'on peut prendre, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, oui, et l'Internet des objets avec une première application, l'Internet des objets, il y a plein d'applications. C'est la santé, c'est la mobilité, c'est la domotique, voilà. Tout ça, c'est les applications Internet des objets. Peut-être un mot déjà sur la mobilité. La mobilité de demain, c'est la voiture autonome, on en parle beaucoup, alors je ne sais pas si elle sera complètement autonome, on a vu des navettes déjà autonomes. Ça, les navettes autonomes, ce n'est pas une utopie. Les navettes autonomes, c'est des choses, il ne faut pas en avoir peur. Par exemple, ça va permettre aux personnes âgées de se rendre en centre-ville facilement et de ne pas perdre leur autonomie si on leur enlève leur permis. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Au niveau de la circulation aussi, l'Internet des objets, c'est la circulation qui va passer de 2D à 3D. Alors je m'explique, aujourd'hui, on roule sur des routes, hein, et on voit de plus en plus de drones au CES, donc demain, on va rouler, on va voler.
et tout ça d'une manière autonome. Alors ici, voilà, on parle de l'avion à décollement vertical. Ça va poser des tas de problèmes législatifs. Comment tout ça va s'organiser? Vous voyez, il faut anticiper tout ça, mais ça arrive, hein, c'est là. D'ailleurs, la première usine de drones en France, elle s'installe à Guérande. J'ai donné l'info hier, et elle est déjà utilisée par EDF, et puis également dans l'agriculture. Cécile Riac. Oui, je voulais réagir parce que quand vous parlez justement de la troisième dimension, c'est même plus que d'actualité. On sait que, alors j'espère le Val d'Oise, mais en tout cas en Ile-de-France, on est en train d'expérimenter les taxis volants, particulièrement à l'orée des Jeux Olympiques 2024, où il y a une liaison qui est en train justement d'être étudiée, de mettre toute la région de Seine-Saint-Denis à un quart d'heure, donc, ou de Marne-la-Vallée ou du Vexin. Et c'est vrai que ça nous pose énormément de questions. C'est pour ça qu'on réfléchit beaucoup à ce sujet, parce que les taxis volants, si on arrive à avoir l'aéroport dans le Vexin, à Cormeilles-en-Vexin exactement, il faudra bien calculer justement ces hauteurs de vol. Donc, comment pouvoir avoir un trafic aérien, comment limiter avec les drones qui se développent de plus en plus. Donc oui, c'est un vrai sujet qui arrive, et c'est vraiment ça aussi le progrès. Et du coup, pour tout ça, on a besoin de la 5G, mais est-ce que nous, on n'est pas un peu en retard, Jean-Claude Durousseau, nous, la France et notamment l'Europe? Est-ce qu'on ne va pas se faire manger par les Chinois? La 5G, c'est un des problèmes, et puis on en parle beaucoup avec Huawei. Bon. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que Huawei. Ericsson fait de la 5G. Il y a des Européens qui font de la 5G. Donc, bien évidemment, toutes ces technologies, toute la conduite autonome, la surveillance des drones et puis tous les objets connectés sont liés étroitement au déploiement de la 5G. Donc, si on veut rester dans la course, la 5G, on peut réfléchir à comment on l'utilise, mais en tout cas, il faudra l'avoir. Alors, autre domaine d'application, c'est la domotique. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant en domotique à Las Vegas, Jean-Claude Durousseau? Alors, la domotique, c'est votre maison qui va être scénarisée. Tous les objets sont interconnectés, donc vous allez pouvoir dire à distance sur votre téléphone, voilà, si la température diminue et arrive à 19 degrés, il va falloir me lancer le chauffage, il va falloir... donc la scénarisation des maisons. Beaucoup de choses en termes de sécurité, les serrures de demain avec des empreintes digitales, plus de clés, comme ça, oui, voilà. Je dirais que c'est pas le domaine le plus marquant. La santé, c'est probablement quelque chose qui va nous faire... Alors justement, en santé, que va-t-il se passer? Les objets connectés. Les objets connectés pour rassurer les gens, pour faire du suivi, pour faire de la médecine prédictive. Donc les objets connectés et plein de sortes d'objets connectés. Les montres, hein, bien sûr, c'est connu. Les ceintures, on a vu les ceintures connectées. Alors les ceintures, c'est bien. Les ceintures pour faire quoi? La ceinture, d'abord, c'est pas un objet stigmatisant, tout le monde en porte, hein, plus ou moins. Alors que les pendentifs connectés pour les personnes âgées, pour prévenir les chutes, c'est un objet plutôt stigmatisant. Donc la ceinture, elle va capter plein de choses, elle va vous renseigner sur votre niveau de graisse dans l'estomac, elle va dire qu'il y a eu une chute inhabituelle, elle va dire que si vous êtes une personne âgée, par exemple, l'intelligence artificielle va analyser la routine des gens. Et si vous avez une routine qui change du quotidien, on va se dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Donc on va peut-être alerter les proches, on va peut-être alerter les secours. Et puis il y a des trucs marrants comme le miroir. Miroir, mon beau miroir, est-ce que je suis encore la plus belle? Vous avez des miroirs, et j'en ai fait l'expérience, qui, sans capteur, sans rien du tout, hein, vous vous mettez en face du miroir, et il va vous prendre votre température, votre pression artérielle, il va vous renseigner sur les battements de votre cœur, tout ça. Et bien sûr, tout ça, c'est connecté, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est connecté. Donc on a une petite consultation médicale rien qu'avec son miroir. Par exemple, tous les matins, voilà. Et on va avoir des miroirs intelligents dans nos salles de bain, ce qui va nous permettre... Alors, bon, c'est inquiétant, pas inquiétant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la science, c'est ce qu'on en fait. Mais par exemple, pour le suivi des gens, et vous savez, il y a des choses, par exemple, l'hypertension artérielle, on appelle ça le tueur silencieux. On ne sait pas qu'on a de l'hypertension, puis un jour on fait un AVC. Bon, voilà, le miroir connecté, que tous les matins, quand vous allez aller vous lavez les dents dans votre salle de bain, vous vous rasez comme des politiques célèbres qui se rasent le matin en pensant à des choses. Peut-être que le miroir va vous dire, tiens, vous faites un peu trop de tension, il faudra aller consulter. Donc voilà, il y a des utilisations qui peuvent être intéressantes.
Alors en télémédecine, parce qu'à la fois on trouve que c'est intéressant, mais en même temps ça fait peur la télémédecine, qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant ? Le télémédecine, c'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. Donc là, on est dans la suite des choses, avec des objets de plus en plus miniaturisés, de moins en moins chers aussi. Hein. Par exemple, on a des échographes qui coûtent moins de 1 000 € maintenant, et qui sont donc intéressants parce que ils peuvent être accessibles à la médecine d'urgence. Dans les ambulances, on peut équiper facilement les choses. Ça peut s'utiliser aussi dans les pays où on n'a pas beaucoup de médecine, la médecine de brousse, la médecine, enfin voilà. Voilà, donc il y a beaucoup d'objets comme ça qui sont miniaturisés, pas chers, ou qui seront de moins en moins chers, et qui, encore une fois, seront connectés. Donc c'est beaucoup sur le suivi et le prédictif qu'on va aller en médecine. Et quand je parle de l'interconnexion, on parlait de la domotique, par exemple, domotique et médecine, ça peut aller ensemble. Par exemple, votre frigo et votre balance sont connectés. Donc vous montez sur votre balance, et votre balance, elle va vous dire, Florence, vous avez un peu grossi là pour les vacances. Enfin, non, vous êtes très bien. Merci. Et elle va vous renseigner, elle va analyser plein de choses, votre niveau de graisse, de choses, bon, voilà. Et donc, elle va pouvoir dire à votre frigo, quand même, hein, il faudrait supprimer un certain nombre de choses. Et là, on retombe sur l'assistana dont je parlais, et votre frigo, il va vous dire, il va vous suggérer des recettes, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je pense qu'il faut que les gens se prennent en main, c'est quand même beaucoup mieux. Oui, enfin, entre le futur, on ne sait pas, enfin, je veux dire, pour l'instant, vous nous parlez d'un espoir pour demain, mais on ne le voit pas vraiment dans les magasins, on ne peut pas encore, il n'y a pas encore de frigo. Par contre, sur la santé connectée, les objets connectés, là, on est déjà dans le présent. D'accord. On est déjà dans le présent, il y a déjà beaucoup d'objets connectés, en partant de l'Apple Watch. Weezing, une société française, a montré des montres connectées qui peuvent être prédictives de l'AVC. Bon, ça c'est aujourd'hui, on peut les acheter. Non, mais ça c'est super quand même. Il y a des choses, il faut dire, en santé, c'est quand même formidable. Sylvain Kozorovic. D'un point de vue citoyen, pour moi, il y a juste une chose sur laquelle il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas que la réponse à l'absence d'un maillage territorial soit la télémédecine, par exemple. Exactement. La vraie problématique, c'est aussi de remettre un certain nombre de services publics dans certaines régions françaises qui ont été plus ou moins dépeuplées. Et la réponse ne va pas être forcément que par le biais de la télémédecine. De la technologie. Parce que à des moments clés, à des moments anxiogènes, vous avez quand même besoin d'avoir un contact humain. Très rapidement, moi je viens du monde bancaire. Personne ne dit ça. Hein. Non, mais c'est juste la dérive qu'il faut essayer d'éviter pour ne pas justement contribuer à cette déshumanisation totale. Alors vous venez de quel monde ? Je viens du monde bancaire, et en fait il y a tout un sujet qui m'a toujours passionné, c'est le crédit. Aujourd'hui on veut faire des crédits à tout va, de manière complètement dématérialisée. Mais si vous vous positionnez en tant que client, potentiellement primo-accédant, potentiellement devant investir 100 000, 200 000, 300 000, peu importe l'argent que vous voulez investir, c'est extrêmement anxiogène. Et vous avez besoin d'avoir, peut-être vous faites toute votre préparation sur Internet, vous regardez les taux, vous regardez les assurances qui sont associées, mais ce qui va vous intéresser à un moment donné, c'est de vous rendre dans une agence et de discuter avec une personne qui va vous répondre à vos questions et avec laquelle vous avez une interaction. Et en fait, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, ce serait très vrai. Sur la technologie peut contribuer, mais la décision, ce qui est drôle, l'analyse va venir d'une personne. Ce qui est drôle par rapport à cette déshumanisation, c'est de voir que les gens mettent de l'humanité dans les robots. Je vous donne un exemple précis. Dans les EHPAD, il y a des petits robots parfois qui apprennent aux gens à danser, à faire des mouvements. Et c'est drôle, les gens mettent beaucoup d'humanité dans les robots et ils s'attachent aux robots. Pour moi, c'est un transfert. C'est un transfert qui est sur l'humain vers la machine. Pour moi, c'est insupportable. Jacqueline Eustache-Brignot. Pour moi, ça, c'est insupportable. C'est-à-dire que mettre un robot qui vous fait danser, pourquoi pas mettre une animatrice, quoi, qui pourra vous... Non, mais c'est pas pris comme ça. Le robot monte sur les mouvements et il y a un animateur, une animatrice, une prof elle monte très très bien les mouvements. Enfin, non, ça permet dans les EHPAD à l'animateur de circuler en fait parmi les gens. Donc ça libère du temps pour l'animateur. Et ce que je voulais dire, c'est que les gens font un transfert d'humanisation sur le robot. Alors, parce que quelque part, personne d'autre que les robots s'occupe d'eux. On le voit notamment avec les robots qui ressemblent à des chiens, et c'est vrai que les gens font un transfert. Cécile Riac. Moi, je voulais simplement rebondir sur ce que vous venez de dire au niveau bancaire. C'est aussi une protection d'avoir quelqu'un, comme vous le disiez, lorsque vous préparez un crédit
ben, le fait d'arriver à un moment d'avoir quelqu'un en face de vous à qui vous allez pouvoir véritablement échanger et expliquer, c'est aussi une garantie de protection. Parce que devant son ordinateur, quand on fait ces simulations, on n'a pas forcément toutes les données en tête et le risque particulièrement d'avoir des crédits trop importants liés à une surconsommation, à des surcrédits, oui, dans ces cas-là, l'humain est fondamental. Parce que cette relation, on ne peut pas l'avoir avec un ordinateur. Vous avez le conseil. Voilà, il y a le conseil. Alors, toujours au CES de Las Vegas, parce que c'est un sujet vraiment très intéressant, ces nouvelles technologies. Jean-Claude Durousseau, 2 autres thèmes, les 2 derniers, si vous voulez bien. La personnalisation, peut-être. Qu'est-ce que vous avez pu voir d'intéressant? Elle est au cœur de l'expérience client. On parle beaucoup de l'expérience client aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un magasin pour acheter, mais pour vivre une expérience. Alors la personnalisation et l'expérience client, elle était partout. Elle est rendue possible par les nouvelles technologies. Un exemple précis, Delta Airlines qui montrait une nouvelle manière de voyager. Quand on arrive à l'aéroport, vous avez plein d'écrans avec plein de vols. Mais en fait, ce qui vous intéresse, c'est votre vol à vous, où il est, à quelle heure il part, tout ça. Et bien maintenant, on va pouvoir vous repérer et vous donner vos informations à vous et uniquement les informations qui vous concernent. Exemple de personnalisation. Donc on n'aura peut-être plus les écrans avec des lignes et des lignes de trajet, il y aura juste le sien, sur son téléphone par exemple. Probablement. Donc ça, faut attendre. Et alors en téléphonie, parce que c'est quand même cet outil-là qui nous permet de nous connecter, qu'est-ce que vous avez pu voir d'intéressant? Le téléphone, il est au cœur de tout, mais il n'a pas évolué d'une manière extraordinaire. Ce qu'on a pu voir, alors au téléphone, ça fait penser à l'écran. On voit des écrans 8K, donc avec une définition extraordinaire. On voit des écrans transparents, comme si vous aviez imaginé un aquarium. Hein, où il y a des ce qu'on voit dans les films policiers, dans les films américains. Voilà, c'est ça. Et puis, grosse tendance, le mélange du virtuel et du réel. Ça, c'est quelque chose qui va impacter beaucoup. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Parce que... Concrètement, allez, on est dans un stade, un concert, il y a un grand écran géant où on voit l'orchestre. Et avec son téléphone, on va pouvoir interagir avec plein d'autres gens qui sont dans le stade et on va voir ça sur l'écran. Donc il y a la réalité de ce qui se passe qui va se mélanger à un monde virtuel. Ça arrive. Pour finir sur le CES, vous avez parlé tout à l'heure de la protection des données. Moi, je dirais que le gros problème de demain, justement, c'est la protection des données, mais au-delà de ça, ça va être la cybersécurité. Vous parliez quand on parlait des drones et des taxis volants autonomes tout à l'heure, tous ces objets qui sont interconnectés, quand on dit interconnectés, ça veut dire qu'ils sont hackables. Ça veut dire qu'on peut les hacker, justement. Bien sûr. Et donc, le problème de la sécurité va être un problème majeur demain. D'ailleurs, hier, nous avions Jean-François Benon à ce micro, le directeur du CEVO, qui nous a rappelé, et on a parlé donc du salon cybersécurité qui se déroule à la fin du mois à Lille. Donc, et qui a été d'ailleurs un salon lancé par la gendarmerie à cause justement de tous ces problèmes. Merci beaucoup Jean-Claude pour ce tour d'horizon et ce voyage spécial aux États-Unis à Las Vegas. On va faire notre première pause musicale et on revient dans quelques secondes. Vous êtes sur IDFM Radio Longuin, la radio du bien-être. Détendez-vous, 1 minute 50 de pause.
pas seulement cette formation dans la vie, les métiers qui évoluent, les carrières de fait tout au long de sa vie, et puis surtout les carrières. Aujourd'hui, on change de statut, il faut s'en avoir tant de temps, plus du temps, on va étranger, donc c'est et on voit le développement des salaires très très intéressant. On est bien que ça, on va pouvoir travailler dessus. Du coup, ça c'est responsable. On y retourne, hein, vous êtes prêts? Vous êtes tous prêts, on t'inquiète. C'est quand tu veux, Philippe. Nous voici de retour après cette respiration musicale avec Ed Sheeran. Aujourd'hui, au bar de l'économie sur IDFM, et bien à mes côtés, Jean-Claude Durousseau, notre expert en santé, mais aussi en nouvelles technologies. Sylvain Kozorovic, notre start-up du jour pour Expert for You. Cécile Riac, députée du Val d'Oise. Et Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice également, bien sûr, du Val d'Oise. Alors, on va commencer avec vous, si vous voulez bien, Jacqueline Eustache-Brignot. On va parler de la commission d'enquête sur la radicalisation. Oui, donc Bruno Retailleau, le président du groupe LR du Sénat, a souhaité mettre en place une commission d'enquête sur la radicalisation islamiste dans le pays et les moyens de la combattre. Et donc j'ai été effectivement nommée rapporteur. Donc cette commission d'enquête a été installée fin novembre et elle doit rendre son rapport aux alentours de la mi-mai. L'idée, c'est de démontrer et de travailler sur l'islam politique, qui est une réalité en France, d'une minorité de musulmans, certes, mais très présente, et qui a fait qu'aujourd'hui, il y a finalement des conséquences à l'université, dans le monde du sport, à l'école, et de se dire, posons les choses, regardons si il faut faire évoluer la législation, ou en tout cas rappeler que peut-être des règles ne sont plus appliquées. En tout cas, on ne peut pas nier que ça existe dans notre pays. Et pourquoi, en tout cas, moi je suis attachée à y réfléchir, c'est que moi je ne peux pas concevoir qu'il y ait des quartiers ou des villes qui soient dans la partition de la République. C'est-à-dire que la France, elle est unique et indivisible. Et on ne peut pas adapter des textes, des lois, des comportements en vertu de certaines revendications religieuses. Ça, c'est clair. Je pense qu'on a tout intérêt aussi à protéger les enfants de ça. Parce que celles et ceux qui sont les plus fragiles, en tout cas, ce sont les enfants. Et donc, on va y travailler. Donc, cette commission, elle a été mise en place. Moi, je souhaite, et ça, on a commencé à faire des auditions, évidemment, à la fois de chercheurs, de gens qui ont réfléchi, de journalistes. Mais moi, je souhaite, et ça a commencé, comme je l'ai dit, interroger des gens de terrain, des gens qui le vivent et qui peuvent exprimer autre chose que des journalistes ou des chercheurs, pour lesquels c'est important de les écouter aussi parce qu'ils ont une analyse voilà, dont on doit, en tout cas, on doit s'imprégner de ces analyses des chercheurs. Mais les gens de terrain sont évidemment obligatoirement à écouter. Et puis évidemment les services de l'État, évidemment, voilà. Donc tout ce travail va être mené jusqu'au mois de mai. Est-ce que justement, à l'approche des élections municipales, un sujet dont je voulais qu'on parle ensemble aussi aujourd'hui, est-ce que finalement, on pressent quand même qu'il y a des listes communautaires qui essayent de s'immiscer dans les élections municipales? Alors est-ce qu'ils vont arriver à faire des listes ou pas dans certaines communes? Est-ce que ça, vous le ressentez aussi? Alors, des listes communautaires, il y en aura peu, il y en aura certainement. La réalité, c'est que d'abord... En 2014, un certain nombre d'élus qui étaient dans si je viens, je t'apporte des voix, et si je viens pas, tu les auras pas, ils ont, ce qu'on pourrait entre guillemets dire, infiltré les listes en 2014, un certain nombre. Dans le Val d'Oise, il y a des exemples. Et puis du coup, en 2020, ils vont présenter leur liste eux-mêmes. Moi, je suis pas trop inquiète sur les élections municipales de 2020, encore qu'il y a des questions qui se posent dans le Val d'Oise, faut pas le nier. Mais en 2026, le problème se posera. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'unité et la République? Franchement, je pense qu'on ne peut pas... Alors, il ne faut pas surdimensionner les sujets, mais il ne faut pas les nier non plus. Aujourd'hui, aujourd'hui, on voit bien que depuis une dizaine d'années, on ne cesse de parler de la laïcité qui est attaquée, qui est remise en cause. Moi, je fais partie d'une génération où la laïcité, elle faisait partie de mon ADN parce que j'ai été élevée comme ça. Et on ne se posait pas la question. C'était la règle. C'était
Voilà, on vivait avec cette règle, on avait chacun des religions ou pas, il ne faut juste pas oublier que la plupart des gens de ce pays ne croient rien du tout, mais en tout cas, la laïcité telle qu'elle était conçue dans cette République, on ne se posait pas la question. Ça fait des années qu'on en parle parce qu'elle est attaquée, parce qu'il y a des accommodements, parce que parfois, il y a un certain nombre d'élus même qui disent « Voilà, il faut faire une laïcité ouverte ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, la laïcité ouverte. Ça ne veut rien dire. Il y a une laïcité, point. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de personnes qui rentrent dans ces faiblesses. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et je pense qu'il ne faut pas surdimensionner, mais il ne faut pas être dans le déni. Et donc cette commission, elle a juste comme objectif de poser la réalité et de faire des préconisations. Voilà. C'est important. L'université est un vrai sujet aujourd'hui. Bien sûr. Il faut ouvrir les yeux sur les universités. Il faut ouvrir les yeux. Oui, puisque là... Voilà, on ne peut pas nier que les universités sont un vrai sujet. Enfin, à la rentrée, quand même, il y a quand même un certain nombre d'intellectuels qui n'ont pas pu parler dans les universités, quand même. Hein. Il y a des choses qui ont été supprimées sous des pressions. Enfin, l'université, si ce n'est pas un lieu de liberté, d'expression, de construction, avec, de toutes les idées d'ailleurs, c'est en fait la richesse. Si maintenant, dans les universités, il y a des autocensures, des recteurs qui disent « Ah bah là, on ne peut pas faire ça parce que ça pose problème, j'ai des pressions », ça c'est juste insupportable. Insupportable. Cécile Riac. Oui, il y a plein de choses ça donne envie de réagir sur plein de choses. Moi, la première chose, c'est lorsqu'on parle de radicalisation, de radicalité, il ne faut pas non plus stigmatiser une partie de la population. La radicalisation, hein, pour rappel, c'est à partir du moment où il y a une mise en action violente pour défendre des idées, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient sociales. Donc attention, il ne faut pas dire qu'il y a simplement aujourd'hui une radicalité religieuse. La radicalisation, et ça correspond d'ailleurs à Mme Eustache-Bruno, ce qu'elle vient de dire, ce qui se passe dans les universités, parce que là, ce n'est pas forcément lié à des mouvements et à une conception religieuse, c'est aussi lié à des convictions politiques, ce qui se passe dans nos universités. Et ça, c'est très, très grave, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce qui est en train de se passer dans certaines des universités, où on a certains groupuscules, on peut les appeler comme ça, qui en fait veulent imposer aux autres une manière de penser, une pensée un petit peu unique. Donc on a des mouvements décolonialistes, on a des mouvements indigénistes, voilà, et on a des groupes qui se réunissent entre eux, parce que on a des gens qui se réunissent que entre femmes, que entre hommes, que entre penseurs justement... qu'entre blancs, qu'entre d'origine maghrébine, d'origine ethnique africaine. Donc ça devient en effet quelque chose d'extrêmement grave. Et oui, chacun pousse sa communauté finalement. Chacun veut se retrouver et s'identifie donc, voilà, par un point particulier. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette notion aussi d'humanité. Oui, l'humanité, c'est pas un gros mot, et c'est pas simplement j'appartiens pas à une région, j'appartiens pas à un pays. Aujourd'hui, je pense qu'on appartient au monde. Et on est citoyen, en tout cas moi je suis avant tout citoyenne du monde, oui, je suis française, je suis européenne, mais je suis une citoyenne du monde et on ne peut pas le nier aujourd'hui. Donc ça c'est extrêmement important. Par rapport à ce que Mme Brignot disait, je sais que là-dessus on ne partage pas du tout la même vision sur la laïcité. Pour moi la laïcité elle n'est pas attaquée aujourd'hui. La problématique, Mme Eustache-Bruno disait que moi j'ai baigné dans la laïcité. Moi depuis que je suis à l'école, on m'a jamais expliqué le concept de laïcité. C'est quelque chose qui est censé être inné. Non, à l'école, dans les cours d'éducation morale et civique, on n'explique pas ce que c'est la laïcité. Et donc, ça permet justement à certaines personnes de pouvoir aujourd'hui dire « Ah bah oui, mais la laïcité, en fait, c'est pour vous interdire de croire ou on oublie que c'est en fait une liberté de penser. On le met sous le mode, c'est une interdiction. Non, la laïcité, c'est la plus belle loi, celle de 1905, qui est une loi qui favorise au contraire la liberté de conscience. Et ça, c'est fondamental. Jacqueline Eustache-Bruno. On ne parlait pas de laïcité parce que la religion n'était pas dans les écoles, clairement. On ne parlait pas de religion dans les écoles, mais encore récemment. Voilà, on ne parlait pas de religion et la religion ne s'imposait pas dans certaines écoles. Donc évidemment qu'on n'en parlait pas. Donc ça c'est important. Et vous avez eu raison de dire que la loi 1905 nous protège. Et quand on voit que le président de la République, dans un article de cette semaine de La Croix, dit qu'il veut y toucher, mais là il va trouver devant lui des murs. On ne touche pas à la loi 1905 parce qu'il y a une religion qui ne veut pas rentrer une partie. Je suis tellement d'accord, je le dis tout le temps avec nuance, parce qu'il y a une partie de la population qui la remet en cause. La loi de 1905, elle a été très difficile à mettre en place avec les curés, parce qu'on a sorti, je vous rappelle, les croix des écoles. Tout le monde a trouvé que c'était bien. Tout le monde. Et c'est la liberté de conscience derrière tout ça. Donc la loi de 1905, Monsieur le Président, non, on n'y touche pas. Et c'est vrai
que la loi 1905 et que la laïcité, on n'en parlait pas, parce que la religion n'arrivait pas dans les écoles. Il n'y avait pas de demande sur les repas, il n'y avait pas de demande sur un tas de trucs. Donc du coup, évidemment qu'on n'en parlait pas. Donc du coup, on est obligé d'en parler aujourd'hui pour juste rappeler, vous avez raison, qu'elle protège toutes les religions, que la religion c'est du privé, que la République reconnaît toutes les religions et le droit de croire ou de ne pas croire, mais on n'impose pas aux autres. Nous sommes d'abord des citoyens, et c'est la loi avant la foi. C'est ce qui nous a toujours permis d'être unis. Voilà. Alors justement, le côté pratique, par exemple, vous avez cité que certains parents veulent imposer ce que doivent manger leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et moi, je suis très claire avec ça. C'est l'école laïque de la République. Donc voilà, moi, à titre personnel, je suis contre toutes ces revendications où on n'en sort plus. Je veux dire, pourquoi les enfants de la République ne peuvent pas se retrouver autour de la table? Alors bien évidemment, la plupart des écoles proposent des repas de substitution. Est-ce qu'il faut le faire ou pas faire? Je ne suis pas sûre. Enfin, voilà, il y a toutes ces revendications qui font que ça ne se posait pas avant. Enfin, tout le monde... Enfin, il y a des revendications, se dire on veut un repas halal, par exemple. Mais pourquoi? L'école de la République, à ce moment-là, on va faire des tables avec les enfants juifs qui vont manger une nourriture, les enfants musulmans qui vont venir, les enfants cathos. Enfin, c'est pas ça l'école. C'est pas ça l'école. Donc voilà, il faut arrêter de penser. Et très sincèrement, et je le dis, je pense que les enfants, il faut les protéger de ça. Il faut les protéger de ça. Parce qu'aujourd'hui, la religion, elle vient trop dans les conversations des enfants dans les écoles de la République. Vraiment trop. Cécile Riac. Oui, je vais réagir un petit peu là-dessus, et puis ça va faire le lien avec les municipales, justement. Pourquoi repas de substitution aujourd'hui? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, et puis à un certain moment, on voulait proposer un repas différent, et puis on en arrivait en fait à une discrimination, et en effet, comme vous venez de le dire, il y avait la table des sans-porc, il y avait la table... Non. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas plutôt proposer deux repas? Un repas végétarien qui convient en fait à beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire aussi, aujourd'hui, nous avons des familles, nous avons même des enfants qui n'ont pas envie de manger de viande pour beaucoup de raisons. Donc on propose un repas végétarien, on propose un autre repas, et c'est un véritable choix. Et les enfants sont à table, ils ont choisi ce qu'ils voulaient manger en fonction de plein de choses, de culture familiale, et voilà, et on mange ensemble. Et ça, c'est un programme qui peut être un programme municipal. Alors, dernière intervention, si vous voulez bien, Jacqueline Eustache-Brigno sur ce sujet. Végétarien, c'est juste pour répondre aux demandes communautaires, il ne faut pas se leurrer. Quand la plupart des communes n'ont pas su gérer, n'ont pas su dire non, certainement, ils disent des repas végétariens, c'est juste, ils répondent autrement. Enfin, c'est ça. Après, voilà. Enfin, chaque maire décidera ce qu'il doit faire dans sa commune, il ne m'appartient pas de... Mais c'est en fait ça. Hein. Mais est-ce que finalement, à l'école, puisque vous avez pris l'exemple de l'école, on n'a pas des règles d'éducation à remettre qui existaient avant, par exemple? Mais il faut dire les enseignants à les remettre. Se lever le matin, dire bonjour à l'enseignant qui arrive, par exemple, des choses toutes bêtes. Ou le respect de la nation, par exemple. Mais ça, c'est l'éducation nationale qui doit faire son mea culpa là-dessus. Parce que les enseignants ne pourront le faire que s'ils sont soutenus par leur hiérarchie. C'est-à-dire que, voilà, mais ça, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. Jean-Claude Durousseau, vous voulez intervenir? Oui, je voulais dire juste un mot là-dessus. Moi, il me semble qu'il y a un malentendu qui est arrivé dans les années 80 avec cette formule « vivre ensemble ». On a entendu partout. Vivre ensemble, c'est bien gentil. Mais on a oublié de dire une chose, c'est vivre ensemble en France. Oui. Ce qui est essentiel. Vivre ensemble en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre selon les principes fondateurs de la France, qui sont assez simples, ils sont inscrits dans notre devise, liberté, égalité, fraternité, et on peut rajouter laïcité. Si on se rappelle de ça, il n'y a plus de problème. Merci Jean-Claude Durousseau pour cette conclusion. Autre sujet du jour, elle est la loi bioéthique et la PMA qui arrive la semaine prochaine au Sénat. Alors, un monument, Jacqueline Eustache-Brigno? Oui, alors le débat, je pense, je ne sais pas, je ne peux pas... voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il va y avoir un lourd débat. Il y a un grand débat au Sénat, puisque la loi, elle arrive chez nous telle qu'elle est sortie de l'Assemblée. Bon, si vous voulez que je m'exprime sur ma position personnelle, moi je suis contre la PMA, pour plein de raisons qui sont très claires. Alors, d'abord, le législateur, il n'est pas là pour répondre à des modes et à des pressions. Je pense qu'il faut juste se retirer de ça. Je pense que d'abord, dans tous les débats qu'on a entendus, on a très peu parlé des enfants. On parle des désirs d'adultes, hein, que ça. Et est-ce que le législateur, il est là pour répondre aux désirs des adultes? Moi, je dis non. Voilà. Parce que le désir d'enfant, c'est un désir d'adulte. Voilà. Est-ce que le législateur, maintenant, va faire des lois? À chaque fois, il va y avoir des désirs d'enfants, des désirs des citoyens. Et puis, vous savez, mon inquiétude
D'abord, il y a une éthique derrière tout ça. Les élus, il faut quand même qu'ils réfléchissent à l'éthique qui doit aujourd'hui être quand même un sujet important. D'abord, il y a aussi dans cette loi la filiation. La filiation. Dans ce texte, il y a des choses quand même inquiétantes. Le fait de désirer un enfant ne donne pas une filiation. Je suis désolée. La filiation, elle est très claire. Pour moi, il y a une seule maman, c'est celle qui met au monde. Enfin, ça, c'est peut-être très primaire comme raisonnement, mais pour moi, il n'y en a qu'une. Ça ne remet pas en cause la vie de l'enfant dans un couple, dans un choix de vie de ses parents. Ça, les choses, elles sont complètement dissociées. Mais on ne peut pas nier que la maman, il n'y en a qu'une. Mais même dans un couple hétéro, d'ailleurs, j'ai eu cette conversation avec ma maman, et je dis, tu sais, moi, je suis la seule à être maman. Il n'y a que moi qui ai mis mon fils au monde. Je veux dire, toi, tu y as participé, mais la maman, il n'y en a qu'une. Et vous savez, aujourd'hui, quand on travaille et quand on connaît un peu les milieux, moi, je suis présidente d'une maison d'enfants, les enfants, ils ont besoin de savoir qui est leur maman, quelle que soit leur construction de vie, quels que soient les gens avec qui ils ont vécu, que ce soit avec 2 hommes, 2 femmes, une tata, une grand-mère, parce qu'il y a des enfants qui ont eu des parcours de vie très chaotiques, c'est effectivement, l'enfant a toujours besoin de savoir qui l'a mis au monde. Donc on ne pourra pas lui dire n'importe quoi à cet enfant. Et puis, il y a quelque chose, moi, qu'il ne faut pas... Au nom de l'égalité homme-femme, cette loi, elle va impliquer la GPA derrière. Mais c'est évident. Parce qu'aujourd'hui, la PMA, pour toutes, ça ne concerne que les femmes. Et les hommes, à juste titre, vont dire, et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, dans quelques années, vous aurez la GPA. Et alors là, c'est juste pas possible. On dit la GPA aujourd'hui, c'était juste ce qu'on appelait avant de manière un peu plus brutale les mères porteuses ou les locations de ventre. Enfin, juste, il faut dire la réalité. Et ça, comment une société peut-elle porter une loi qui ira vers la GPA? Parce qu'on y va, il ne faut pas se leurrer, c'est évident. Et ça, c'est juste impossible. Genre, il y a un marchandage du corps des femmes qui sera derrière, avec des gens qui se font un fric fou sur ça, et ça, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, je conseille à tout... Ah ben oui, je conseille à tout le monde de lire ce petit opuscule qui a été fait en mois de juin dernier par Sylvia. Je conseille à tout le monde de lire ça. Donc vous parlez du livre de Sylvia Nagasinski. C'est un petit opuscule qui s'appelle L'homme désincarné, et je peux vous assurer que quand vous lisez ça avec objectivité, vous comprenez aussi que nous devons nous poser les bonnes questions, à la fois sur la PMA pour toutes et à la fois sur la filiation. Vraiment, je pense que... Alors effectivement, il y a un grand débat. On va vous dire, vous êtes ringard, machin. Enfin, moi, je ne suis pas parlementaire pour savoir si je suis ringard ou pas. Je sais qu'on a quand même un peu de réflexion à mener et on a le droit de poser les questions de fond sur cette loi qui va arriver au Sénat. Alors, évidemment, le Sénat va la modifier. Évidemment, il va y avoir un long débat et sur un certain nombre d'amendements, en particulier sur la filiation, qui vont être portés, qui donne une place à la seconde maman, mais pas la même place que celle qui met au monde. Ça, je suis désolée. Donc, on va travailler, il va y avoir un lourd débat. Alors, Cécile Riac, on va lui passer la parole, parce que Cécile, il faut rappeler, Jacqueline Eustache-Brillant, que vous êtes étiquetée LR, et vous, oui. Cécile Riac, vous êtes LREM. Donc vous, en plus de votre position personnelle, est-ce que vous suivez les positions du gouvernement? Comment ça, quelle réaction? C'est surtout que nous avons déjà eu le débat à l'Assemblée nationale. Nous avons ouvert cette année la session parlementaire par le vote de la loi bioéthique. Oui. Les débats ont été très apaisés. Ça a été très serein, ça a été des discussions à certains moments passionnées. Nous avons eu des moments d'ailleurs avec beaucoup d'émotions, avec des collègues qui ont donné justement leur position personnelle, qui sont concernés par ça. Donc ça a été des débats très très passionnés et la PMA pour toutes, c'est juste une liberté supplémentaire. C'est pas enlever quelque chose à quelqu'un, c'est donner les moyens à certaines de pouvoir avoir des enfants. Donc c'est une liberté supplémentaire. Donc moi, à partir du moment où on donne des libertés supplémentaires aux gens et en cadrant bien les choses et qu'on ne retire rien aux autres, je ne vois pas en quoi cela pose un problème. Les droits de l'enfant, oui, ils ont été aussi au cœur du débat. Il est important de dire qu'aujourd'hui, on a ouvert la possibilité aux enfants justement de connaître leur filiation tout en protégeant les donneurs, les dons aujourd'hui qui sont anonymes. Il y a tout un débat aussi sur la filiation sous X. Les sénateurs vont, je pense aussi, beaucoup discuter là-dessus. Mais là où je m'inscris en faux, c'est non, ce débat-là, la PMA, c'est pas l'ouverture à la GPA. Nous sommes très très clairs là-dessus. La GPA, c'est en effet une sorte de marchandisation du corps. Non.
Ce n'est pas parce que nous votons la loi bioéthique aujourd'hui avec l'ouverture de la PMA à toutes que demain nous allons ouvrir la GPA. C'est 2 débats avec des conditions de fond qui ne sont pas identiques. Oui, mais ça veut dire que les couples iront à l'étranger de toute façon, comme ils le font déjà maintenant, de toute manière. Parce que la PMA, ça existe déjà pour tous, pour toutes, je veux dire. En France, si on ne peut pas procréer, on peut... pour les couples hétérosexuels. Voilà, pour les couples hétérosexuels, on a déjà la PMA. Bien sûr, donc, finalement, là, est-ce que le problème, finalement, se pose? Est-ce qu'il faut tout légiférer, finalement? C'est la question. Sur les désirs individuels des individus, parce que voilà, nous sommes dans ça aujourd'hui. Il n'y a pas que ce texte, mais je veux dire, est-ce qu'on est là pour être sans arrêt sous des pressions de minorité? Parce qu'elle est là, hein, la question. Donc du coup, moi je respecte tout, hein, voilà, je suis quelqu'un en plus d'extrêmement tolérant sur les problèmes sociétaux, mais il y a des limites quand même. Donc voilà, je pense, et puis dans ce texte, il y a le texte, on va pas revenir parce que c'est très technique et je n'ai pas la prétention de connaître tout, mais sur les chimères et tout, ces manipulations et ces chercheurs, où on se dit... voilà, bon, moi je pense que le débat va être très intéressant et très animé au Sénat à partir du 21. Merci en tout cas pour on verra justement ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine et on va voir comment le Sénat modifie ou pas le projet fait par l'Assemblée nationale, par les députés. Donc. Alors autre sujet, évidemment on revient aux signes religieux peut-être, puisque vous aviez porté une loi, Jacqueline Eustache-Brinio, sur ce thème. Une loi sur les signes ostentatoires lors des sorties. Alors la question qu'on peut se poser c'est... finalement, hormis la loi... il n'est pas passé à l'Assemblée, ce texte. Donc, il est passé au Sénat, il a été voté par le Sénat, et il doit partir à l'Assemblée. On en verra ce que le président en fait, et ce que la majorité présidentielle en fait, puisque le président doit s'exprimer a priori sur des grands objectifs, sur la laïcité bientôt. On verra ce qu'il dit. Voilà. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. On va passer à un autre sujet, si vous voulez bien également, c'est l'attractivité en Val d'Oise. Alors on est tous bien sûr au courant de l'arrêt d'Europa City, donc qu'on a bien regretté avec l'abandon de ces 3 milliards d'investissements. Le président de la CCI lance le projet Val d'Oise 2027. Cécile Riac. Oui, auquel projet appel auquel personnellement j'ai répondu, donc Val d'Oise 2027. Nous avons déjà eu 2 réunions avec des acteurs économiques et politiques du département. Ça me semble une bonne initiative parce que c'est vraiment en regroupant toutes les forces vives, les acteurs économiques, les acteurs politiques du département, qu'on va réussir à trouver justement, à faire des propositions, des projets alternatifs. Et pas que à Europa City, c'est-à-dire pas que à l'aménagement de l'Est du Val d'Oise. D'ailleurs, il y a une mission gouvernementale qui a été confiée à Rolf Tanguy, qui doit nous rendre dans les 6 prochains mois ses conclusions spécifiques sur le développement de l'Est du Val d'Oise. Mais nous avons aussi l'intention de travailler sur l'ensemble du Val d'Oise avec des questions très très importantes, le transport, le passage de l'Est à l'Ouest, parce que oui, c'est très bien de développer, de faire un projet à Europa City, mais lorsque l'on habite ici, à Enghien, ou comme chez moi dans le Parisis, ou à Cergy, comment on fait pour aller travailler à Roissy, alors qu'aujourd'hui Roissy est un lieu incroyable porteur d'emploi? Même pas 10% des Valdoisiens travaillent à Roissy. C'est vrai qu'on n'a pas de déplacement. Parce que les déplacements sont extrêmement difficiles. Il y a des Parisiens qui travaillent, il y a des Seine-et-Marnais qui y travaillent, il y a des Dionysiens, mais les Valdoisiens, non, très peu. Donc voilà, il y a vraiment des questions de fond. Il y a aussi... donc voilà, donc on se réunit, c'est lancé. Il y a des sénateurs, il y a des députés, et puis bien entendu, il y a les partenaires économiques comme la CCI, mais également le CEVO, voilà. Alors, bien sûr, on regrette cet abandon de projet, mais malgré tout, ce qui inquiète, c'est le temps qu'on met à sortir des projets. Enfin, comment on peut travailler pendant 10 ans et tout d'un coup arrêter des choses alors que changer de position. On voit que là, ça pose le problème de la confiance en l'État, malgré tout. Et ça, les Français se posent énormément la question, notamment les chefs d'entreprise. Comment vous allez répondre à ça au niveau du gouvernement, puisque vous représentez quand même... le gouvernement quelque part, puisque vous êtes étiqueté à l'REM. Oui, mais si je représente le gouvernement, je ne suis pas le gouvernement. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué l'abandon du projet Europa City. Parce qu'un hypercentre commercial, on en parlait tout à l'heure de l'hyper-connecté, de tout ce qui était l'expérience client, à arriver à un moment poussé à la surconsommation, c'est quelque chose qui moi aussi, m'interroge aujourd'hui clairement. Donc, ce projet Europa City, il avait mis 10 ans à se monter. Moi, je pense qu'il peut y avoir des projets alternatifs qui soient tout à fait viables, qui soient
rentable économiquement, mais qui soit aussi très important pour notre environnement, pour notre santé et pour le développement de notre société. Il y a des projets qui peuvent tourner autour de l'agriculture, ce sont quand même des terres agricoles. Il peut y avoir des secondes halles comme à Rungis, par exemple, pour développer un pôle marchand qui serait très intéressant pour le nord parisien. On peut développer, penser, lycée agricole. Il n'y a pas de lycée agricole en Ile-de-France dans notre secteur. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas justement ce domaine là-dessus? Il y a ensuite des projets culturels qui existent aussi, qui pourraient sortir, qui pourraient s'inscrire complètement dans ce domaine à côté de Roissy au niveau aéroportuaire. Donc il y a vraiment des projets qui sont très cohérents, qui sont une alternative réelle à un projet d'hypercentre commercial qui peut-être s'inscrivait il y a 10 ans dans un avenir hypothétique. Aujourd'hui, les super méga centres commerciaux, je ne pense pas que ce soit l'avenir du Val d'Oise. Jacqueline Eustache-Brignot. D'abord, je voudrais juste, bon, après chacun a sa position, je déplore que l'État ait lâché le Val d'Oise dans le cas de Robacity, et je voudrais quand même juste dire que ce n'était pas un centre commercial. Parce que évidemment, toutes celles et ceux qui sont opposés à Robacity disaient que c'était un centre commercial. Il faut juste aller un petit peu plus loin. Il y avait un pôle culturel énorme derrière Europa City. Tout le monde ramène ça à un pôle commercial. Non, c'était pas ça Europa City. Donc c'était un pôle aussi culturel dans une partie du département qui est quand même pas la plus riche du Val d'Oise et qui n'a pas un potentiel financier énorme. Puis je rappelle que c'était quand même un projet privé et que donc effectivement tout le monde y a travaillé pendant des années. Il y avait un financement de gare dans ce projet, donc qui ne coûtait rien à l'État puisque le groupe Hunier derrière avait pris en charge un certain nombre de choses. Donc c'était pas que de la centre commerciale. Il y avait même des infrastructures qui étaient prises en charge dans ce dossier. Donc voilà, maintenant voilà, l'État dit net, on s'en va. Moi, je voudrais quand même relativiser l'optimisme de la députée. C'est que je ne sais pas comment on va faire avec l'argent public qui se fait rare aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État peut avoir des grands projets, il n'a plus de sous. Donc voilà. Donc moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est quelle est la capacité des collectivités et de l'État à avoir de l'ambition pour Val d'Oise quand il n'y a plus d'argent. Donc si on ne trouve pas de partenaire privé, on n'y arrivera pas. Donc clairement là, on avait un espèce d'autoroute pour arriver à valoriser cet est du département avec un potentiel privé. Ça coûtait quasiment rien à personne et on l'a abandonné. Eh bien aujourd'hui, moi je suis inquiète pour l'avenir du Val d'Oise. Je le dis parce que l'argent public se fait rare. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce valeur? Et vous avez eu raison de rappeler, ce projet-là, c'est 8 à 10 ans de boulot pour arriver à rien. Eh bien, l'État en prendra sa responsabilité. Et alors, je voudrais aussi terminer juste mes propos, c'est qu'on ne peut pas parler que de développement théorique, agricole. Est-ce que c'est l'avenir? J'en sais rien. Moi, je n'ai pas les outils aujourd'hui pour le dire. Est-ce qu'il faut faire des lycées agricoles, pas des lycées agricoles sur un département comme celui-là? J'en sais rien du tout. Mais aujourd'hui, il va falloir aussi travailler sur la politique de peuplement de ces Val d'Oise. Il y a 3 Val d'Oise, il n'y en a pas un, il y en a 3. Il y a l'ouest qui est effectivement plutôt agricole, plutôt proche de la Normandie. Il y a la partie centrale, dense, plutôt population moyenne, et la partie est qui effectivement n'a pas le plus grand potentiel financier. Donc c'est tout ça les faiblesses du Val d'Oise. Et moi je suis très inquiète pour l'avenir du Val d'Oise. Vraiment. Et en même temps, on a besoin d'un grand projet structurant international pour la France quand on voit la concurrence des aéroports de Madrid ou de Berlin. Tout le monde se bat contre tout. Aujourd'hui, on ne veut pas agrandir Roissy, on ne veut pas l'autre piste, on ne veut pas le machin. Mais enfin, vivons au XXIe siècle. Tout ce qui ne se fait pas chez nous se fait ailleurs. Hein. Faut pas se leurrer. Il y a plein de gens qui tapent à la porte pour récupérer des grands projets. Et nous, on attend, on écoute tout le monde. Excusez-moi, je vais être un peu méchante, mais voilà, il y a 3 écolos qui hurlent, et ben voilà, on écoute tout, on bloque tout. Non mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. On peut être à la fois écolo et avoir une ambition économique pour un département. Mais il faut juste combattre ces idées-là. Vous savez, les élus, parfois, il faut qu'ils se fassent détester. Et puis 10 ans après, quand on voit ce pourquoi ils se sont battus, les gens disent « Ah, ils ont bien fait de se faire détester parce qu'il y a eu de l'ambition derrière. » C'est ça, être élu aussi. C'est ça. Merci de le rappeler. Et dernier sujet du jour, si vous voulez bien, l'école, avec vous, Cécile Riac, et notamment la fonction de directeur d'école. Vous réfléchissez à faire des propositions, c'est bien ça? Oui, depuis le début de mon mandat, c'est un sujet que je traite. Donc, j'avais rendu l'année dernière, en août 2018, un rapport avec ma collègue Valérie Balzin-Malgras, députée Les Républicains. Et nous continuons, parce
cette réflexion sur les directeurs d'école. Aujourd'hui, c'est une profession qui souffre. Malheureusement, en septembre, il y a eu un événement dramatique qui a remis un petit peu de la lumière sur ce métier. Au suicide de cette directrice d'école, Christine Renon, en Seine-Saint-Denis. Et voilà. Donc moi, aujourd'hui, je considère que les directeurs d'école, c'est un métier à part entière. Alors qu'aujourd'hui, ils sont considérés, ce sont d'abord des enseignants qui ont une mission de direction. Moi, je travaille depuis donc 2 ans à trouver le moyen de faire reconnaître ce métier. C'est-à-dire aujourd'hui, non, le directeur d'école, c'est pas un enseignant. C'est pas un enseignant comme les autres. Il a énormément de responsabilités. Et la phrase que je dis, c'est les directeurs d'école sont responsables de tout, mais ils ne sont décisionnaires de rien. Ils n'ont pas d'autorité réelle dans leur école et ils n'ont pas forcément les moyens, que ce soit des moyens matériels. C'est le rapport avec l'inspection, c'est ça que vous voulez dire, le rapport avec l'inspection académique? Pas forcément avec que l'inspection académique, vous savez, quand un parent d'élève vient voir un directeur parce qu'il y a un souci dans l'école, que ce soit avec un enseignant, que ce soit un souci matériel, il va lui dire ça va pas, et puis le directeur, à un moment, va être obligé de lui dire oui, mais c'est pas de ma responsabilité parce qu'en fait, c'est pas moi qui décide, c'est ou le maire parce que c'est du matériel, ou c'est justement l'inspection académique parce que c'est un problème de personne, ou si on est dans une école maternelle et que c'est un problème avec, par exemple, une ATSEM, c'est de nouveau la mairie. Et là, il y a les parents, là, les bras en tombent en disant mais alors, vous servez à rien. Et cette petite phrase de vous servez, en gros, à quoi vous servez à rien, les directeurs se la prennent de plus en plus en pleine face. Et pour des gens qui sont extrêmement investis dans ce métier, qui font passer, c'est une profession de passion. Ils mettent vraiment entre parenthèses beaucoup de choses. Et ben, je trouve ça vraiment très très préjudiciable. Alors du coup, ces réflexions que vous menez, vous pensez que vous allez aboutir à un projet et peut-être un projet de loi? Comment vous voyez la chose? Un projet de loi, parce que nous sommes des parlementaires, donc nous faisons des propositions de loi, mais oui, l'objectif est donc de pouvoir proposer un texte de loi à l'Assemblée. Alors pour quand? Alors j'espère pouvoir le faire d'ici le mois de mars, on va dire. Donc peut-être après les élections. Ah oui, ça sera pour cette année. On va voir puisque c'est un travail de longue haleine. Mais j'espère bien pouvoir. Ah oui, cette année, je dirais même avant la fin du premier semestre. Donc vous reviendrez nous voir pour vous en parler. Merci beaucoup, Cécile Riac. On va faire juste une courte pause musicale et on revient pour passer la parole à notre start-up du jour. Non, c'est exprès à cause de Facebook. Parce qu'après, il nous coupe le son. Mais nous, on aime bien la musique. Il faut mettre vos casques. Mettez vos casques. La musique. Oui. Parce que les droits ne sont pas les mêmes sur Internet que que nous à l'antenne. Alors comme on les paye, bien sûr, mais quelquefois, après je suis obligée d'écrire à Sony, Wagner, en disant c'est pour Radio IDFM, on paye nos droits, etc. C'est très... Puis avec le numérique, tout va très vite. Hein. Ah oui. Donc, voilà. Question technique, parce que là, si on repart, il restera 5 minutes. Moi, je dois partir à 10h15. Si vous voulez partir discrètement, pour justement pas perturber, il vaut mieux qu'on parte peut-être maintenant, malheureusement. Parce que je voudrais pas vous... Du coup, il faut nous laisser. Mettez-vous à côté de ça. À bientôt, courage. Au revoir. Enfin, n'oubliez pas le bouton de l'ouverture de la porte quand vous êtes face à la porte. Retournez dans le dos, sous la main couronne blanche, vous verrez, il y a un bouton d'illumination, ne sortez pas. Voilà, merci. À bientôt. Oui. Hop. Donc ça va, il nous reste 24 minutes. Non, il nous reste 14 minutes. Bah, c'est bien. Ah oui, pour une start-up. Moi, j'ai assez parlé, j'ai beaucoup parlé. Oui, je pense que c'est intéressant de changer sur le sujet parce que finalement, c'est un sujet d'actualité. Lequel? L'emploi des seniors. Ah, bah, bien sûr. Bah, tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Et au-delà de ce que moi je propose, je pense qu'il y a une vraie discussion. Bien sûr. Ah bah oui. Je veux dire, la transmission, elle est hyper importante. Les seniors, c'est ça. Hein. C'est la transmission, c'est de l'apaisement, il y a plein de choses. L'accompagnement, etc. Qu'est-ce que tu as mis là? Moi j'ai été maire pendant 6 ans, si j'avais pas eu des gens qui m'aient transmis et donné du cadre, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Hein. C'est vrai.
Ouais. C'est comment il s'appelle le titre? Bleeding Light. Exactement. La diversité de ces Bien sûr, moi je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. La difficulté aujourd'hui, On reprend dans quoi, 30 secondes? Pardon? la difficulté, Il faut c'est que- que le ouais. message passe. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a beaucoup travaillé sur la jeunesse qui doit venir. Moi, Oui, je sais. moi je sais, c'est ça. Je fais ça ce matin. Vous savez, la génération des je te cadres le qui fais, ont 60 ans et plus. Ah bah, je veux bien, mais je déteste la Ils sont couture. partis, moi j'en ai plus entre deux mois, ils sont partis, ils n'en pouvaient plus. C'est-à-dire qu'en disant, bon, ça ne sert plus à rien, on n'est plus de notre boulot, et puis on est. Bah. Et du coup, ça, c'est un vrai drame pour les entreprises aussi. Hein. Un vrai drame. Hein. Vous êtes prêts à repartir? On y retourne. Toujours. Moi, dès que je me lève. Puis l'emploi des seniors nous concerne tous. Hein. Oui, tout à fait. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis en compagnie aujourd'hui sur IDFM de Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice du Val d'Oise, de Cécile Riac, députée du Val d'Oise également. Alors Jacqueline Eustache-Brignot, étiquetée LR, Cécile Riac, étiquetée LREM, de Jean-Claude Durousseau, notre expert santé et notre expert en nouvelles technologies, notre envoyé spécial au salon du CES de Las Vegas. Et puis notre start-up du jour, Sylvain Kozorovic. Alors Sylvain, vous avez fondé Expert for You en 2018. Vous venez finalement, vous êtes une toute jeune start-up. Exactement. Alors déjà, pourquoi vouloir valoriser le travail, le savoir-faire, j'allais dire, et le savoir des seniors? Alors si on repart de la genèse de la création de cette structure, en fait, ce sont des expériences personnelles et professionnelles qui ont démontré que les entreprises pouvaient souffrir de l'absence de certaines compétences, de certains savoirs, et que des départs à la retraite mal préparés pouvaient être des vraies souffrances pour ces personnes, et notamment si on parle des fins de carrière, et comme on disait lors de l'interruption musicale, lorsque vous êtes dévoué à votre entreprise pendant un certain nombre d'années et que les dernières années ne se passent pas très très bien pour vous parce que vous êtes considéré comme non adaptable, réfractaire au changement, et bien je pense que vous entrez dans une dynamique assez négative. Et moi je suis convaincu d'une chose, on parle beaucoup aujourd'hui du bien vieillir en bonne santé, et finalement je suis convaincu que la première brique, c'est de finir sa fin de carrière, de finir sa carrière de manière sereine, de manière épanouie, et d'entrer dans le monde de la retraite de manière épanouie. Et donc voilà en fait comment tout ça s'est fait, et de manière un peu plus ludique. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro, où vous avez une personne de 70 ans qui est à la retraite et qui chaque matin a conservé sa routine, et lorsqu'arrive le moment de partir au travail, eh bien, il reste assis sur sa chaise. Et finalement il postule à une offre de stagiaire, et dans cette offre-là, en fait, il doit accompagner une start-upeuse pour, dans un premier temps, faire les tout petits boulots, et avec le temps, il devient son mentor. Et finalement, tout ça s'est aligné à un moment donné. Je me suis dit, tiens, il y a des choses à faire sur le sujet. Et donc, finalement, ça fait aussi écho au rapport Belon, qui a été remis au Premier ministre il y a 2 jours maintenant. Ces jours-ci, oui. Et finalement, je partage complètement le constat qui a été fait, c'est-à-dire que la situation des seniors aujourd'hui n'est que la conséquence de décennies de politiques publiques qui ont utilisé le senior comme variable d'ajustement au marché du travail. Pendant longtemps, et ça c'est au début des années 70, on a cru qu'en faisant sortir, j'utilise ce terme volontairement, un vieux du marché du travail, on aurait un système d'aspiration pour qu'un jeune puisse rentrer. Sauf que c'est tout à fait faux. Sauf qu'on se rend compte que c'est faux, et c'est ce que dit le rapport Belon. En Vous fait, l'avez lu? ce que dit, oui, j'ai lu le rapport Belon, donc les 5 axes qui sont proposés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les politiques des dernières années ont contribué à cette situation-là. Et que là, c'est le point sur lequel moi j'insiste énormément, au-delà de tous les aspects techniques sur la formation professionnelle au long de la vie, sur les enjeux du vieillissement dans la politique globale de l'emploi. Ce qui est un vrai sujet, c'est le changement culturel. Aussi. Et on pourra mettre en place tous les dispositifs dès lors que l'entreprise, et finalement l'entreprise n'est qu'une somme d'individus, donc dès lors que chaque individu aura pris conscience du bien fondé, de la valeur ajoutée que peut apporter un senior à l'entreprise, alors on aura progressé sur le sujet. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je reprends de manière très régulière, qui est de Philippe Bouvard, qui dit « On n'a pas l'âge que donne l'état civil, mais celui qu'accordent les contemporains ». Et en fait, c'est exactement là-dessus. On peut avoir tout un tas de dispositifs. D'ailleurs, il y a un dispositif de la langue, la contribution de la langue qui a été faite en 87, je crois, qui a été abonnée totalement en 2008, et qui avait vocation à taxer les entreprises qui licenciaient des collaborateurs de plus de 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, les entreprises qui n'étaient pas convaincues du sujet ont fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que soit elles se sont séparées des personnes à 49 ans, soit elles n'embauchaient plus aucune personne après 50 ans. Et finalement, on a contribué comme ça à positionner, à marginaliser le senior
comme étant quelqu'un qui, un, coûtait cher, deux, n'était pas du tout adaptable et autres. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une structure, donc qui s'appelle Expert for You, dont l'objectif est de revaloriser le savoir et le savoir-faire des seniors et des retraités. Et en fait, j'insiste beaucoup parce que l'axe par lequel j'ai regardé le sujet, c'est l'aspect retraité. En me disant qu'aujourd'hui, il y a un terme de propositions qui sont faites aux seniors en termes de gardiennage, d'accompagnement et autres. Et moi, j'étais convaincu que ces seniors-là disposaient de valeurs ajoutées qui pouvaient être encore utiles à l'entreprise. Donc mon objectif, c'est d'accompagner. Donc, on parlait beaucoup d'humain tout à l'heure et je suis assez sensible à cet aspect-là parce que aujourd'hui, on réfléchit à une plateforme. Mais mon cœur d'activité, c'est l'accompagnement. Oui, alors justement, vous n'avez pas créé une plateforme sur Internet, ce n'est pas votre but premier en fait. Exactement. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner. Alors, pour tout vous dire, par exemple, quand je rencontre une personne qui est intéressée par une collaboration, on passe à minima 2 heures à travailler sur ses compétences et surtout déterminer quelle est l'expertise qu'elle pourra valoriser auprès d'une entreprise. Si je prends la population des retraités, eux, le CDI, ça ne les intéresse plus. Aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est d'avoir la liberté de travailler sur des sujets... Donc ils ne veulent plus de contrat à durée indéterminée. Voilà. Ils sont très intéressés par un statut d'indépendant, avec la possibilité d'accepter ou non des missions, avec une flexibilité leur permettant d'avoir une activité complémentaire, personnelle, associative, ou avec leur famille. Et là, le vrai sujet, c'est de se dire... Comment je fais, quand j'ai été salarié toute ma vie, pour valoriser ma compétence? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le CV de la personne. Ce qui m'intéresse, c'est son expertise et comment elle a construit au cours de son expérience professionnelle cette expertise-là. Et donc, on passe à minima 2 heures à comprendre et à valoriser ce qui a été fait. J'ai pris quelques exemples d'expertise que l'on promeut aujourd'hui et qui sont extrêmement intéressantes à mon sens et surtout qui sont en relation avec l'actualité. On parle beaucoup du Brexit. Un vrai sujet d'actualité et qui fera encore... Il sort le 31 janvier de l'Europe. Voilà, mais qui fera de toute façon encore beaucoup de discussions sur le sujet, notamment sur la partie douane. Eh bien, j'ai un expert avec lequel nous avons travaillé sur une offre de service très simple, c'est l'impact du Brexit dans le cadre des échanges de biens entre le Royaume-Uni et la France. Donc, toute entreprise qui aujourd'hui travaille avec le Royaume-Uni, qui est au sein de l'Union européenne, a des facilités. En gros, elle a une déclaration d'échange de biens à faire de manière mensuelle. Demain, ce sera beaucoup plus compliqué avec les droits de douane. Et donc cet expert-là peut venir aider TPE, PME, grandes entreprises sur ce sujet spécifique de manière ponctuelle pour les aider à traverser ce sujet qui peut être compliqué. Autre sujet sur lequel j'ai travaillé avec une autre personne, c'est l'alignement de la démarche qualité avec la stratégie RSE de l'entreprise. On peut voir aujourd'hui qu'en termes d'image, beaucoup d'entreprises mettent en avant leur démarche RSE. Bien sûr. Mais que dès lors qu'il y a des problématiques, que ce soit que leurs fournisseurs à l'étranger arrivent, elles se trouvent dans une situation très compliquée. Et là, l'objectif, c'est d'assurer la cohérence entre les deux et donc d'aller plus loin sur le sujet. Alors, quand vous recevez donc une personne pour faire un genre de bilan, finalement, de compétences, on peut appeler ça comme ça aussi. Alors, c'est très, très encadré le bilan de compétences. Moi, c'est vraiment ce que je propose, c'est un accompagnement. Je suis un facilitateur. Mon objectif, c'est de... La personne sait ce qu'elle fait. Simplement, parfois, il y a une certaine forme d'autocensure et d'incapacité à dire exprimer clairement, ou à repérer ses forces. Exactement. Moi, je pose simplement des questions. Et du coup, vous vous faites rémunérer. Comment vous fonctionnez? Quel est votre modèle économique? Alors, mon modèle économique est très simple. Toute l'intervention qui se fait auprès des retraités est gratuite. Simplement que dès lors que la personne sera en mission dans une entreprise, je me rémunère sur le chiffre d'affaires qui est généré dans cette relation. D'accord, donc vous signez finalement un contrat, un engagement avec la personne qui vient vous voir. Exactement. C'est l'objectif. En fait, ce sont des contrats qu'on pourrait qualifier de tripartites. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'entreprise, qui est le client final, vous avez l'expert retraité par le biais de sa propre structure, ou senior par le biais de sa propre structure, et vous avez l'expert for you qui est au milieu. Mon objectif est de démarcher les entreprises et de faire cette... Alors je vais utiliser ce terme volontaire d'évangélisation de l'entreprise pour leur faire prendre conscience de la valeur ajoutée qu'ils peuvent avoir à travailler avec un retraité ou un senior. Et de l'autre côté, je signe un contrat avec cet expert-là pour que justement, moi, je gère la partie administrative, facturation et autres. Alors, vous avez démarré cette société à la fin de l'année. 2018, oui. Voilà. En 6 mois, même pas 6 mois, si, quand même, ça fait maintenant un an, j'allais dire. En un an d'activité, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez atteint l'objectif que vous étiez fixé? Alors, on n'atteint jamais l'objectif qu'on se fixe, notamment sur des sujets comme ceci, où il y a je vais reprendre ce terme d'évangélisation. En fait, le sujet est extrêmement long, parce qu'il y a une vraie sensibilité qui est de plus en plus forte aujourd'hui, d'ailleurs avec le rapport Bellon, qui est finalement assez nouveau. Et même si le sujet des seniors est un sujet qui a fait
l'objet d'une attention particulière au cours des dernières années, finalement, les actions sont assez peu efficaces. Bien sûr. Et donc, le plus gros travail que j'ai auprès des entreprises, c'est véritablement de les convaincre du sujet et surtout de répondre à un besoin. Finalement, si on caricature, ça pourrait être un consultant comme un autre. Et donc, quand une entreprise engage un consultant, elle a besoin que ce consultant réponde à une problématique qui leur est propre. Simplement, là, aujourd'hui, elle est portée par un senior qui, lui, a en plus de l'expertise, de l'expérience qui permet d'aller beaucoup plus vite dans le sujet. Jean-Claude Durousseau. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a des vrais changements de mentalité qui doivent s'opérer. Aujourd'hui, on est vieux très jeune. Et dans certains milieux, on est vieux à 40 ans. Déjà. Exactement. Même, certaines 45 sociétés ans, de, 45 ans. certaines Voire sociétés même de avant. RH m'ont dit qu'à 40 ans, pour elles, Voilà. c'était vieux. Donc je pense qu'il faut arrêter avec cette histoire du senior qui a un poids mort, qui ne sait pas s'adapter, qui est ringard, qui a un coût. Et il faut peut-être regarder des exemples concrets de ce qui se passe aujourd'hui où les seniors rendent des services extraordinaires. Et moi, vous savez que mon domaine, c'est la santé. Alors je vais vous dire, si demain, tous les médecins s'étaient arrêtés à 62 ans, on serait dans une panade terrible. Les médecins, aujourd'hui, continuent 65, 70 ans. Et les gens sont bien contents de les trouver et ils ne disent pas « Ah, mais il est vieux ». La ville de Lons-le-Saunier vient même de rappeler ses retraités médecins pour pouvoir voilà. assurer les consultations. Donc ça avant prouve bien, à travers un exemple très concret sur une profession avec une plus-value intellectuelle très importante, que les seniors ont une utilité et un rôle à jouer dans la société. Alors justement, Sylvain Kozorovic, pour Expertorium, on va peut-être dire aux gens s'ils veulent vous contacter, comment fait-on? Alors c'est très simple, soit vous pouvez directement aller sur mon site internet, donc expertforyou, xpertforu.com. Vous trouverez toutes les informations qui peuvent vous intéresser sur l'accompagnement des entreprises, sur l'accompagnement des seniors et sur les compétences qui sont aujourd'hui disponibles. Et d'ailleurs, j'en profite parce que finalement, la prospection que j'ai aujourd'hui au niveau des retraités, elle se fait par différents canaux et la diversité n'est pas forcément très présente. Et moi, je suis très enclin à diversifier mon panel, et notamment auprès des femmes. Aujourd'hui, mon panel est essentiellement constitué d'hommes. Les femmes sont assez peu présentes, par exemple, avec le statut de retraité sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple. Donc, j'encourage toutes les femmes qui souhaitent continuer à travailler à me contacter. Et j'en profite également pour passer une offre, puisque j'ai un client qui recherche un directeur financier ou un directeur de contrôle de gestion pour mener des ateliers sur le pilotage des coûts. Donc, quelqu'un de 55+, senior et ou retraité, parce qu'il y a de la demande. En fait, la demande commence à se faire ressentir. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'une personne comme ça pour enclencher cette dynamique auprès d'une institution financière. Finalement, votre développement se fait par les entreprises. C'est aussi comme ça que vous pouvez, j'allais dire, adapter le travail d'un senior ou d'un 50 ans et plus. En fait, ça se fait de deux manières. Ça fait, au début, venant du monde bancaire, j'étais très axé sur ce domaine et avec le temps, j'ai réagi par opportunité. C'est-à-dire que je travaille, par exemple, la personne avec laquelle je travaille sur l'aspect douane, ce n'était pas du tout un domaine qui était le mien au début. Et pourtant, en travaillant avec lui, on s'est dit, tiens, il y a un vrai sujet. Donc, ça se passe, j'identifie une compétence et de l'autre côté, je vais démarcher les entreprises pour déterminer si elles ont besoin de cette compétence-là. Ou à l'inverse, des entreprises qui émettent un besoin spécifique, je regarde soit dans mon portefeuille si cette compétence est déjà présente, ou alors je démarche des seniors pour voir avec eux s'ils sont intéressés. Donc en fait, c'est assez proactif. Et c'est vrai que c'est très intéressant votre start-up parce que c'est quand même une particularité bien française. On voit que dans d'autres pays à l'international, eh bien, les seniors, voire même les gens de 80 ans, peuvent encore travailler, même si c'est que quelques heures par semaine. Et c'est pour ça que je suis convaincu d'une chose, pardon, je suis désolé, mais juste une chose, je suis convaincu que les dispositifs politiques sont très intéressants, mais chacun d'entre nous doit changer son regard sur le vieillissement. Mais vous verriez carrément une loi là-dessus? Pas du tout. Alors moi je suis pas du tout, parce qu'en fait la loi, on a une capacité en France à toujours trouver le moyen de détourner cette loi. C'est vraiment tout à chacun de se dire, et moi la question que je me suis posée quand j'ai commencé, c'est comment souhaiterais-je être considéré le jour où je deviendrai senior? Et je pense que chacun a probablement une réponse à cette question, et ce sont
les réponses à ces questions-là qui pourront déterminer les changements de société de demain. Mais on voit bien même que chez les personnes alors beaucoup plus âgées, finalement, quand on n'a plus de projet, eh bien c'est l'ennui, c'est la fatigue et la déprime arrive, même chez les gens de 80 à 90 ans. On le voit, il faut avoir des projets. Jean-Claude Durousseau? Oui, moi je trouve qu'il faut regarder les chiffres, et la démographie fait que les seniors, il y en a de plus en plus, les seniors ne se sont pas rendus compte d'une chose, c'est qu'ils représentent, ils votent les seniors, ils représentent une force politique. En plus. Alors il faut que les seniors se réveillent, il faut que les seniors prennent leur destin en main, qu'ils n'attendent pas tout de tout le monde, et qu'ils montrent qu'ils sont actifs, créatifs. Voilà, la révolution des seniors dans la rue. Mais absolument. Allez, il nous reste 1 minute d'antenne. Jacqueline Eustache-Brugnon, on vous passe la parole. Je voudrais vous dire 1000 fois bravo, vraiment bravo. Merci. Parce qu'il y a un tel potentiel avec ces jeunes retraités, j'ai envie de dire, qui sont prêts à transmettre, en fait. De toute façon, dans une société, quand on ne transmet plus, il faut s'inquiéter pour l'avenir de cette société. Et donc vraiment, je vous dis bravo parce qu'on a tous autour de nous des cadres ou même voilà, des employés qui se sont arrêtés à un moment et qui se sont dit on n'a pas profité de mon expérience, je n'ai pas pu la transmettre. Et c'est du gâchis, c'est vraiment du gâchis. Donc vraiment, moi je voudrais vous dire bravo, 1000 fois bravo, parce que peut-être qu'on va revenir sur quelque chose de naturel, de dire eh ben, prenons les compétences partout où elles sont, parce qu'elles peuvent tellement être riches dans les relations humaines qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc bravo. Et puis c'est pas vrai, un senior est tout à fait réadaptable, ça on le voit tous les jours. Bien sûr. Bon, merci à tous pour votre présence en studio ce matin. On va vous souhaiter à tous nos chers auditeurs et merci de nous écouter parce que notre radio prend de plus en plus d'essor grâce à vous. Eh bien, on vous souhaite une très belle journée et bien sûr, je vous retrouve dès demain matin. Demain matin, on va parler d'intercommunalité et de choses Paris-Région. Soyez avec nous, ça va être super. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. On a beaucoup de